Il a simplement décidé de réparer le toit de sa maison, sans s'attendre à quoi que ce soit d'inhabituel. Mais ce qui était caché à l'intérieur l'a obligé à composer immédiatement le 911. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et écris dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu regardes cette vidéo. Michael Harper n'avait jamais rêvé de posséder une maison. Pendant des années, le mot même de chez soi avait eu pour lui quelque chose de provisoire, presque trompeur. Il avait vécu trop longtemps dans des appartements qui ne lui appartenaient pas, dans des lieux où chaque clou planté dans le mur semblait déjà être une faute. Les contrats de location se succédaient, tous semblables dans leur début et dans leur fin. Au départ, il y avait toujours une promesse implicite de stabilité, une illusion fragile selon laquelle cette fois-ci, peut-être, il pourrait rester. Puis venaient les lettres officielles, les avis polis mais définitifs, les augmentations de loyers, les ventes d'immeubles, les rénovations qui signifiaient en réalité qu'il fallait partir. À chaque fois, il rangeait ses affaires, regardait les murs devenus anonymes et comprenait que rien dans ces lieux ne garderait la moindre trace de lui. Avec le temps, cette instabilité avait cessé de provoquer de la colère. Elle s'était transformée en fatigue, une fatigue profonde, silencieuse qui s'installait dans les gestes les plus simples. Michael avait appris à ne plus espérer. L'espoir coûtait trop cher. Il exigeait une énergie qu'il n'avait plus envie de gaspiller. Ce qu'il cherchait désormais n'était pas le confort ni la beauté, mais quelque chose de plus élémentaire. La certitude de savoir où il dormirait dans 6 mois, dans 1 an. La sécurité, même imparfaite, lui paraissait plus précieuse que n'importe quel idéal. C'est dans cet état d'esprit qu'il avait commencé à regarder les annonces immobilières. Non pas avec excitation, mais avec une prudence presque méfiante, comme on examine un terrain instable avant d'y poser le pied. Les chiffres l'intéressaient plus que les descriptions. Il passait des soirées entières à comparer des tableaux, à calculer des mensualités, à évaluer ce qui lui resterait après les dépenses essentielles. Chaque décision était disséquée, ramenée à des colonnes de coûts et de risques. Il savait que posséder une maison signifiait aussi hériter de ses problèmes, mais au moins, ses problèmes seraient les siens. Lorsqu'il vit l'annonce pour la première fois, ce fut le prix qui l'arrêta. Il était trop bas, pas légèrement en dessous du marché, mais suffisamment inférieur pour susciter un malaise immédiat. Michael resta longtemps à fixer le chiffre, comme s'il attendait qu'une explication apparaisse d'elle-même. Les photographies montraient une maison ancienne, un peu fatiguée, mais présentée avec un soin presque trop visible. Les angles étaient choisis pour atténuer les défauts, la lumière pour adoucir les fissures. Le texte parlait de potentiel, de opportunité pour acheteurs motivés. Et puis il y avait cette phrase, courte, sans détour, vendue en l'état, sans garantie. Il comprit immédiatement ce que cela signifiait. Le vendeur ne promettait rien. Tout ce qui n'était pas visible sur les photos deviendrait la responsabilité de l'acheteur. Michael sentit cette vieille hésitation remonter, celle qui l'avait souvent poussé à renoncer avant même d'essayer. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il ne s'agissait pas d'un caprice ni d'un rêve inaccessible. C'était une chance imparfaite, peut-être dangereuse, mais réelle. Et il savait, au fond de lui, que s'il la laissait passer, il continuerait à tourner en rond dans le même cycle de location et de départ forcé. Il visita la maison quelques jours plus tard, accompagné d'un inspecteur. Celui-ci ne chercha pas à adoucir la réalité. Il parlait d'une voix calme, presque détachée, énumérant les problèmes comme on dresse une liste nécessaire. La maison était vieille, les installations dataient d'époques différentes, ajoutées au fil des ans sans réelle cohérence. Et le toit, surtout, posait question. Son âge ne se mesurait pas en années, mais en couches successives de réparation. L'inspecteur expliqua que ce n'était pas une urgence immédiate, mais que ce serait, tôt ou tard, un problème majeur. Michael écoutait sans interrompre. Il ne cherchait pas à se rassurer. Il préférait savoir exactement à quoi s'attendre. Lorsque la visite se termina, il ne ressentit ni enthousiasme ni peur, seulement une forme de résolution tranquille. Il signa les documents quelques semaines plus tard, pleinement conscient de ce qu'il acceptait. Pour la première fois depuis longtemps, il prenait une décision qui ne dépendait que de lui, et il était prêt à en assumer les conséquences. La maison se trouvait à la périphérie d'un petit bourg qui semblait figé dans ses habitudes. Les rues portaient les mêmes enseignes depuis des décennies. Les façades racontaient une histoire de continuité plus que de progrès.
Ici, on se souvenait des familles, des noms, des événements passés. Les nouveaux arrivants n'étaient ni rejetés ni accueillis avec chaleur. Ils étaient observés, simplement. La rue où se trouvait la maison de Michael marquait une frontière étrange. Les pelouses étaient entretenues juste assez pour éviter les amendes. Les clôtures tenaient encore debout, par habitude, plus que par solidité. La peinture des maisons s'écaillait par couches, comme si chaque génération avait repoussé le moment de réparer vraiment. Les voisins saluaient d'un signe de tête, sans se présenter. Michael remarqua rapidement que personne ne posait de questions. Cette réserve n'était pas hostile, mais elle pesait. Il comprit que, dans cet endroit, la confiance se construisait lentement, avec le temps, et non avec des mots aimables. La maison elle-même avait quelque chose de presque modeste, malgré son âge. Son toit élevé lui donnait une allure plus digne qu'elle ne l'était réellement. Une petite lucarne sous l'avant-toit suggérait un grenier qui avait autrefois servi à quelque chose avant d'être oublié. À l'intérieur, la réalité se faisait plus rude. Les planchers ployaient sous les pas, les murs portaient de fines fissures qui semblaient s'étendre avec les années. L'air était chargé d'une odeur persistante de bois ancien, de poussière et d'un léger parfum métallique dont Michael ne parvenait pas à identifier la source. Ce détail, sans raison apparente, restait dans son esprit. Il s'installa progressivement, réparant ce qu'il pouvait, apprenant à vivre avec le reste. Pourtant, un espace continuait de le troubler, le grenier. Ce n'était pas la chaleur ni l'encombrement qui l'inquiétait, mais une impression plus diffuse, presque physique, comme si cet endroit avait été modifié, utilisé pour autre chose que le simple stockage, puis abandonné volontairement. La maison semblait retenir quelque chose, une présence silencieuse, dissimulée au-dessus de sa tête. Michael ne savait pas encore pourquoi cette sensation ne le quittait pas. Il ignorait que, sous le toit qu'il avait accepté sans illusion, se trouvait une vérité qui attendait simplement d'être mise au jour. Les jours qui suivirent l'installation de Michael dans cette maison furent faits d'une routine nouvelle, mais tendue, comme si chaque geste devait prouver sa légitimité. Il apprenait à habiter un lieu qui ne l'avait pas attendu. Il se levait tôt, non par discipline, mais parce que le silence du matin lui donnait l'impression d'avoir une avance sur les problèmes. Il faisait le tour des pièces, repérait ce qui craquait, ce qui fuyait, ce qui menaçait de céder. Dans une maison récente, ces détails auraient été insignifiants. Ici, ils formaient un langage. Les murs parlaient par leurs fissures fines, les planchers par leurs gémissements, l'air par cette odeur de bois ancien mêlée à une trace métallique, comme une note froide au fond d'un parfum de poussière. Il n'avait pas les moyens d'appeler des artisans pour chaque défaut. Il le savait avant même d'avoir signé. Alors il avait appris à faire lui-même. Il avait regardé des tutoriels tard dans la nuit, lu des notices, posé des questions au comptoir des quincailleries, où l'on devinait dans les regards qu'on identifiait d'un coup d'œil les propriétaires novices. Il réparait comme il pouvait, sans fierté, sans romantisme, avec cette patience obligée de ceux qui n'ont pas de plan B. Chaque petite victoire, une poignée de porte qui ne tournait plus dans le vide, un robinet qui cessait de goûter, une planche clouée solidement, lui donnait une satisfaction sans éclat. Pas de joie, plutôt un soulagement. Pendant un temps, au moins, quelque chose tenait. Mais les problèmes, eux, ne se laissaient pas dompter. Il avait l'impression que la maison produisait sa liste d'urgence plus vite qu'il ne pouvait la réduire. Il réglait une chose et une autre apparaissait ailleurs. Comme si le bâtiment, conscient d'être observé, cherchait de nouveaux angles pour réclamer son dû. Certaines semaines, il ne faisait que maintenir l'équilibre. Il achetait une boîte de clous et renonçait à d'autres dépenses. Il reportait un achat, puis un autre. Et toujours au-dessus de tout, il y avait le toit. Le toit était l'ombre portée sur son quotidien. Il y pensait même quand il n'y touchait pas. À chaque pluie, il levait les yeux vers le plafond, attentif aux signes, comme on guette la réaction d'un corps malade. Les taches apparues après les premiers orages avaient d'abord été petites, presque discrètes. Puis elles s'étaient étendues, lentement, avec une obstination tranquille. Elles ne ressemblaient pas à des accidents isolés. Elles donnaient l'impression de suivre un chemin.